France Maghreb 2. Au sommaire de ce LGF, la question du jour, après les fuites dans la presse turque et le discours du président turc Erdogan, MBS est-il impliqué dans l'assassinat de Khashoggi? Selon vous, vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Fehmi avait 21 ans, il était originaire de la Contémine près de Nice. Vendredi, il est décédé à l'hôpital Pasteur, après avoir été appréhendé par les vigiles d'Auchan-la-Trinité. Si les vigiles en question évoquent une prétendue crise d'épilepsie du défunt, les traces qu'ils prennent sur le fait que Fehmi pourrait avoir été victime de violence. On parle d'édème cérébral, fractures, diverses traces d'appréhension. Encore un jeune qui perd la vie dans des circonstances troubles et pour lequel la famille réclame justice et vérité. Avis tranché à suivre tout à l'heure de Faiza Ben Mohamed. Ce lundi, Tariq Ramadan a été entendu à sa demande par les juges. Il leur a avoué avoir eu des relations consenties avec Christelle et Hamda Yari. L'affaire pourrait donc prendre une nouvelle tournure. Vos appels pour intervenir dans cette émission, 01 40 33 9000. Merci d'être avec nous. Bonjour, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. C'est parti pour le LGF sur France Maghreb 2, bien sûr, jusque 18h avec Monsieur Nasser Lajili. Bonjour Nasser. Salut Christophe. Bonjour à nos auditeurs et auditrices, bien évidemment. Notre ami Nasser qui nous avait boudé un petit peu, puis est revenu comme ça, non, voilà. Quand même pas. Ça fait plaisir de te revoir, mon cher Nasser. Bah, c'est réciproque. D'autant plus que nous accueillons, et c'est un réel plaisir de l'accueillir au sein de l'équipe LGF. Nous continuons notre tour de France après Mehdi chez Baïki à Lyon. Nous sommes à Nice, en plein cœur des Alpes-Maritimes, sur la Côte d'Azur. Faiza Ben Mohamed est avec nous. Salut Faiza. Salut Faiza. Comment ça va Faiza? Écoute, ça va très bien. Je suis très contente de rejoindre ton équipe et le LGF dans sa globalité. En tout cas, l'annonce de ton arrivée a été très commentée, beaucoup d'encouragement te concernant. Pour celles et ceux qui, et peut-être qu'il y en a, qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, chef Faiza? Alors, mon nom, prénom, vous le connaissez, Faiza Ben Mohamed. Alors, je suis journaliste pour un média international et puis, parallèlement à ça, je suis militante sur les questions d'islamophobie, sur les violences policières, sur l'égalité des chances, les quartiers populaires et voilà, tout ce qui touche aux minorités. Et justement, pour ta première émission, on va parler d'une affaire dont aucun média s'est fait l'écho jusqu'alors. Ça s'est passé près de chez toi. Est-ce que tu peux, en préambule, avant que l'on en parle plus en détail tout à l'heure à 17h, nous parler de cette affaire, Faiza? Alors aujourd'hui, moi, mon sujet, je vais vous parler d'un jeune garçon qui s'appelait Fehmi. Il avait 21 ans et il est décédé vendredi dans des circonstances assez troubles après avoir été appréhendé par les vigiles de Auchan à la Trinité près de Nice. Et du coup, je voudrais vraiment revenir sur cette affaire où il y a beaucoup de zones d'ombre qui persistent. Et d'ailleurs, nous aurons le témoignage aussi de quelques membres de sa famille, c'est ça? Alors là, moi, je suis donc en direct de Nice. Je suis accompagnée de son frère, de 4 amis de son quartier et son éducateur. Très bien. Bon, on écoutera donc leur témoignage tout à l'heure en direct. Eh bien, sois la bienvenue une nouvelle fois, ma chère Faiza. Ravi de t'accueillir. Et notre sujet à la une aujourd'hui, c'est évidemment ce dont tout le monde parle 2 semaines plus tard, c'est l'affaire du journaliste Khashoggi. Comment on dit, Nasser? Khashoggi. Voilà, Khashoggi à la française, tranquille, voilà. Rappel des faits. Ça ressemble à un film d'espionnage ou à un film d'horreur, mais ça s'est bien passé à Istanbul, sous l'œil de toutes les caméras de vidéosurveillance de la ville. Mardi 2 octobre, 4 heures du matin, 2 jets privés en provenance de Riyad atterrissent à Istanbul. À leur bord, 15 hommes des forces spéciales et des renseignements saoudiens. Ils descendent dans ces 2 hôtels, tout proches du consulat d'Arabie Saoudite. 12h45, les employés turcs du consulat sont priés de prendre leur après-midi. 13h14, le journaliste Jamal Khashoggi entre dans le consulat. L'homme vient récupérer des documents pour lui permettre d'épouser Atis Cengiz, sa fiancée turque, qui l'attend sur le trottoir d'en face. D'après ce que m'ont confié des amis, il avait peur. Il a donné à sa fiancée son téléphone et lui a demandé d'appeler des gens s'il lui arrivait quelque chose. La suite est révélée cette semaine par la presse turque qui a eu accès à des enregistrements audio des services secrets. Une scène d'horreur, un choc mondial.
Jamal Khashoggi est d'abord saisi par 2 hommes, puis traîné dans une pièce. Les hommes du commando saoudien auraient commencé par l'interroger avant de lui couper les doigts pour finir par le démembrer vivant. Khashoggi hurlerait jusqu'à ce qu'on lui injecte une substance inconnue. Le supplice aurait duré 7 minutes. 16h, 6 voitures diplomatiques quittent le bâtiment, direction le domicile du consul à 300 mètres de là. À cet instant, la fiancée de Jamal Khashoggi attend toujours sur le trottoir. Le départ de tous ces véhicules du consulat était vraiment suspect. Ça laisse à croire que le corps de Khashoggi a été amené chez le consul. Selon les informations que j'ai obtenues, son corps a été dissous entre le consulat et la résidence du consul. La police ne sait pas exactement s'ils l'ont plongé dans un bain d'acide ou utilisé d'autres moyens chimiques, mais elle penche pour la thèse de la disparition de son corps. Dans la soirée, le commando saoudien, arrivé le matin même, repart pour Riyad. Aujourd'hui encore, le monde entier s'interroge sur les motivations de ce scénario macabre aux conséquences géopolitiques majeures. Incroyable pour ce rappel des faits. Donc ça s'est déroulé le 2 octobre dernier à Istanbul. Le sort de ce journaliste qui prend une ampleur de politique internationale. Première réaction, cher paysage, sur ce que l'on vient d'écouter, sur ce rappel des faits concernant cette affaire. Bah, écoute, je pense que c'est une affaire qui est assez symptomatique, je dirais, parce que le retentissement médiatique qu'elle a, il aurait pu être le même. Alors là, on a une version qui nous est servie et qui, en tout cas moi, à titre personnel, ne me satisfait pas. Je pense que clairement, on se moque de nous sur la version qui a été servie par les autorités saoudiennes. Ils doivent dire la vérité et apparemment, ils sont pas trop disposés à le faire. Nasser ? Non, mais je rejoins ce qu'elle dit, Faiza. En même temps, ce qu'il faut juste rappeler, c'est que les autorités saoudiennes, à la base, ne reconnaissaient pas ce meurtre. Avec le temps, ils ont commencé à comprendre que ça prenait une grosse ampleur. Et effectivement, donc on sait que ça a été orchestré depuis Riyad. Commando de 15 personnes, ils l'ont. Voilà, c'est un assassinat barbare qu'il y a eu, et je pense que ça, il faut que ça pète à un moment donné. Il faut que il y ait des réactions internationales aussi. Question du jour donc, suite aux fuites de la presse turque qui a bien travaillé sur le coup, en tout cas sur cette affaire. Et suite également au discours de Erdogan que certains qualifient de courageux, d'autres un peu moins. Hier, est-ce que vous pensez que MBS est à l'origine de l'assassinat de Khashoggi, donc ce journaliste saoudien qui travaillait d'ailleurs au Washington Post? Vous répondez sur France Maghreb 2, sur Facebook France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter LGF officiel, et en nous appelant aussi au 01 40 33 9000. Alors, après le discours très attendu hier du président turc, je le disais, sur l'affaire Khashoggi, deuxième prise de parole sans doute cruciale aujourd'hui dans ce dossier, celle de Mohammed Ben Salman, attendu à Riyad au pupitre du Forum international sur l'investissement, alors que le prince héritier saoudien est soupçonné, je vous le rappelle, d'avoir commandité donc le meurtre du journaliste critique dans le consulat de son pays à Istanbul. Loin de se cacher des médias, les photos, les vidéos de MBS ont été diffusées hier par l'agence de presse officielle saoudienne aux côtés de son père, le roi Salman, et il serre la main du frère et du fils de Jamal Khashoggi. Cette opération médiatique suscite l'indignation. Est-ce qu'elle a suscité l'indignation chez vous, Faiza et Nasser? Bien sûr, c'est de l'indignation. C'est lamentable. Donc on a en face de nous des personnes qui ont massacré, qui ont décapité leur papa, et qui ont d'ailleurs, je me pose la question s'ils n'ont pas obligé à venir, et pour les médias et pour que, on va dire, les pays du monde entier voient cette scène, pour dire que voilà, on est aussi révolté par rapport à ce qui s'est passé pour monsieur Ranouchi. Non, c'est pas Ranouchi, non. Ranouchi dans Khashoggi. Voilà, Khashoggi. Voilà. Mais en tout cas, vous imaginez la scène, Faiza, MBS qui serre la main du fils de Khashoggi. Alors moi, clairement, hier, quand j'ai vu les images,
qu'on pouvait certainement pas soupçonner. Alors le jeune homme, il a l'air d'être là déjà contre son gré. Je peux pas croire qu'il puisse envisager une seule seconde que le soutien de Mohamed Ben Salman soit sincère. Dans la mesure où même nous qui sommes extérieurs à cette affaire, moi je me pose de grosses questions sur son implication. Enfin, même si je pense que j'ai déjà un peu la réponse, ouais. Mais clairement, il est impossible que Jamal Khashoggi ait été décapité, qu'on ait fait disparaître son corps dans un consulat saoudien sans que les autorités saoudiennes et MBS n'aient été au courant. Je ne peux pas croire ça. Oui, et d'ailleurs, on se dirige juste vers c'est carrément été téléguidé, télécommandé depuis Riyad, hein, cette opération, ce meurtre, cet assassinat en tout cas, qui prend donc, je le disais, une ampleur internationale. 01 40 33 9000 pour vous exprimer, bien sûr. Alors vous êtes 89% à penser que oui, il est derrière donc cet assassinat de Khashoggi. MBS sur Facebook, 76% sur Twitter LGF officiel. Vous continuez en tout cas de voter, nous appelez aussi au 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis. Mais c'est vrai que cette image, ce cynisme poussé à son maximum, de montrer devant les caméras MBS en train de serrer la main du fils de Khashoggi, c'est vraiment j'ai plus de mots moi pour qualifier ça, Faiza, Nasser. C'est montrer au monde, on fait ce qu'on veut et on vous emmerde, quoi. C'est exactement ça. Non, mais c'est ça qui est hallucinant, c'est que on a forcé le fils et quand on regarde bien les images, on comprend tout de suite qu'il a été forcé. Le regard est noir, hein. Bien sûr, le regard est noir. Mais bien sûr. Mais même qui accepterait ce genre de démarche, d'aller serrer la main à la personne qui a orchestré le meurtre de son papa. Donc effectivement que ça peut que être révoltant et surtout avoir une rage derrière ces images. Alors tout à l'heure on en reparlera dans un avis tranché que tu nous as préparé, mon cher Nasser, qui aura le volet plus commerce avec l'Arabie Saoudite, les pays occidentaux, c'est ça ? Tout à fait, et de l'affaire Khashoggi. Voilà. Alors en tout cas, on peut dire que l'une des pires opérations de dissimulation de l'histoire, ce sont pas mes propos, ce sont les propos de Donald Trump, qui qualifie donc l'affaire Khashoggi. Le 45e président des États-Unis parle également d'un fiasco total. Le Washington a d'ailleurs révoqué les visas de 21 Saoudiens impliqués dans la mort de l'ancien collaborateur du Washington Post. Pour le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, ces sanctions ne seront pas le dernier mot des États-Unis. Ce meurtre est impensable sans le soutien des Américains, réagit de son côté l'Iran. Enfin, la France ne prendra aucune décision hâtive sur l'avenir de son partenariat stratégique économique avec Riyad tant que les faits sur la mort de Khashoggi ne seront pas clairement établis. C'est ce qu'annonce l'Élysée. Là, une question se pose et qui revient en boucle sur les réseaux sociaux, Faiza, c'est demander au président français Emmanuel Macron de stopper la vente d'armes envers ce pays, l'Arabie Saoudite, qui, vous le savez, est à la tête d'une coalition qui bombarde dans un silence aveugle international le Yémen. Macron répond c'est pas aux médias de dicter mon agenda, je ne réagis pas comme ça dans l'émotion. En clair, il botte en touche. Il fuit ses responsabilités surtout. Ouais, Faiza. C'est quand même assez formidable la capacité qu'a le président Macron à faire des pirouettes quand il s'agit de l'Arabie Saoudite. Je pense que s'il s'agissait pour le coup d'un régime comme la Turquie ou d'un autre même, il aurait eu beaucoup moins de mal à condamner et à prendre des sanctions immédiates. Là aujourd'hui, on est face à une monarchie totalitaire que le président Macron refuse de condamner. Je veux dire, il pourrait arrêter les ventes d'armes. Déjà, on sait que l'Arabie Saoudite s'en prend au Yémen par le biais de ses armes. On pourrait réagir et sanctionner le pays de manière ferme et définitive. Mais apparemment, on n'est pas trop disposé à ça. Pas trop disposé du tout même par rapport à ça, puisque la France nous dit, voilà, on attendra les conclusions des renseignements français pour savoir comment on va réagir face à cette affaire, en laissant quand même quelque peu embarrassé. Sinon, quand même, que le ministre de l'économie, donc le maire, ne s'est pas rendu à ce forum économique à Riyad. Il y a beaucoup de monde d'ailleurs qui ont boudé ce forum.
le jour choisi par Erdogan pour révéler quelques infos sur cette affaire n'a peut-être pas été choisi par hasard, Nasser, le jour du début du forum économique de Riyad. Oui, je pense que ça a été calculé et je pense qu'il y avait à un moment donné à dénoncer tout ce qui se passait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est le plus marrant dans tout ça, c'est qu'on a voulu orchestrer ce genre de meurtre en disant que c'est en Turquie que ça s'est passé, que c'est la Turquie qui a organisé ce crime. À la base, c'était venu comme ça, hein, et avec le temps, on a commencé à constater que les autorités saoudiennes n'avaient plus le choix de reconnaître l'assassinat de leurs compatriotes, malheureusement. 01 40 33 9000, on accueille Mohamed qui est avec nous, qui nous appelle de Cergy-Pontoise. Bonsoir Mohamed. Bonsoir à tous, salam alaikum. Je voulais parler de, comme vous venez d'en parler, de l'histoire de ce qui s'est passé en Turquie. Oui. Je vois ça d'un bon œil. Ah bon? Je vois ça d'un excellent œil. Ouais, ce qui s'est passé, franchement, je trouve ça, bon, c'est un peu de l'ironie. Je trouve ça génial d'un côté, pour montrer le vrai visage de ces hommes, de ce qui se passe là-bas. En fait, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans, par exemple, qui pensent qu'en Arabie Saoudite, c'est la terre sainte, mais protégés par des gens, voilà, qui aujourd'hui assassinent des journalistes. Et on ne peut, comment dire, ne pas faire le lien entre religion et les protecteurs des lieux saints. Et je voulais dire que voilà, ce qu'ils ont fait, j'espère que ça va en réveiller plus d'un, qui vont comprendre que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on est dans un monde où la religion, elle est juste, utilisée à des fins politiques, et qu'aujourd'hui, voilà, on a la preuve par A plus B qu'on se fout de nous ouvertement, et que voilà, que même les protecteurs des lieux saints sont les pires barbares, et que malgré tout, même musulmans, je sais pas s'ils méritent ce nom de musulmans. Donc, bon. J'ai la voix qui tremble, mais voilà, au moins, il nous a fallu d'un mort. Rien n'est fait par hasard. Dieu est grand. Et voilà, aujourd'hui, on est en 2018, on nous montre des choses, un assassinat limite en direct. On a limite toute on a toutes les images, oui, absolument. Et la presse turque notamment a été vraiment depuis le début de cette affaire au cœur des révélations, des fuites qui nous ont apporté beaucoup d'éléments dans cette affaire. Merci en tout cas Mohamed de Cergy-Pontoise pour ton appel. Et Mohamed, il a raison sur un point. Hein. Sur quoi? Dans le sens, je veux dire sur un point. Non, sur l'ensemble de ce qu'il vient de dire, il a raison. Mais il y a un point essentiel qu'il faut pas oublier, c'est l'argent qui fait taire. On le voit, on le constate, Christophe. Donc on constate qu'aujourd'hui, l'argent fait taire et que les pays occidentaux aujourd'hui profitent de tout ça. Et voilà, on est spectateur de ce qui se passe. L'argent n'a pas d'odeur, Faiza? L'argent n'a pas d'odeur, ouais. Je pense que c'est un bon résumé de la situation, ouais. Alors justement, on en parlait, on va en parler tout à l'heure avec Nasser dans son avis tranché, des liens économiques avec l'Occident et les Saoudiens sont très forts, en témoignent notamment les ventes d'armes, entre autres. Hier, le Parlement espagnol a rejeté une motion réclamant l'arrêt des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. Madrid continuera donc à fournir du matériel militaire à Riyad. Pourtant, le chef du gouvernement espagnol, le socialiste Pedro Sánchez, se dit consterné dans cette affaire Rajouchi. Je partage la consternation et la réprobation de l'opinion publique internationale devant le terrible assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Notre position est claire. Nous demandons une enquête pour clarifier les faits et le jugement de tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire. Mais la gravité de ce terrible fait que je condamne sans équivoque ne peut et ne doit pas nous empêcher d'agir avec responsabilité. J'ai toujours cru que la politique, c'est convertir les idéaux en réalité. Si vous me demandez où je dois me situer aujourd'hui, c'est dans la défense des intérêts de l'Espagne, du travail de secteurs stratégiques, pour la plupart situés dans des zones très affectées par le drame du chômage. Voilà, ça c'est pour donc le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, donc qui lui souhaite donc que l'Espagne arrête cette vente d'armes à l'Arabie Saoudite. Visiblement, on sent que ça met quand même quelques pays dans la difficulté, dans l'embarras. Voilà, ça met quand même quelques pays dans l'embarras. Alors,
question que je vous pose évidemment, est-ce que vous pensez évidemment qu'il est à l'origine de l'assassinat de Khashoggi MBS? Vous répondez en masse, donc que ce soit sur Facebook France Maghreb 2 ou sur Twitter LGF officiel. Maintenant la question existentielle, j'ai envie de vous dire, Faiza, Nasser, est-ce que selon vous MBS va pouvoir résister à ce tremblement de terre mondial? Je laisse Faiza. Moi, pour ma part, je pense que ça va être un peu compliqué pour lui, mais après, s'il a le soutien de puissances comme la France et que les autres commencent aussi à faire l'autruche, il pourrait très bien rebondir. Après, ça paraît évidemment compliqué, mais je crois que dans ce scénario et cette configuration, tout est possible. Ouais, mais je te rejoins, Faiza. Mais le souci, c'est que dans 10 jours, on en parlera plus de cette histoire, et il va continuer à gouverner correctement. Tout se passera comme quand je dis gouverner, bon, en même temps, c'est une monarchie. Oui. Saoudienne, donc maintenant c'est à eux c'est aux Saoudiens de se révolter aussi, parce que bon, nous l'Occident, il y a pas de souci. Tu sais qu'ils peuvent pas trop se révolter, Nasser, les Saoudiens. Mais, on disait la même chose pour la Tunisie il y a 8 ans ou 9 ans. Aujourd'hui, ils ont réussi à se battre contre un dictateur, donc ils devraient faire la même chose en Arabie Saoudite. Et quand je dis ça, on veut pas le faire. Et tout à l'heure, Mohamed l'a bien résumé. Beaucoup se servent en disant que oui, c'est une terre sainte, il y a pas de souci, mais la terre sainte, elle accepte pas aussi tous les massacres qu'il peut y avoir à côté. Ce qui se passe au Yémen, ce qui se passe en Arabie Saoudite, les tortures. Bon, voilà, et ça fait des années que ça dure. Donc à un moment donné, si on se révolte pas aujourd'hui, ben voilà, ça sera trop tard et on sera spectateur de tout ce qui se passe. Donc MBS ne résistera pas, selon vous. Alors un dernier mot sur Trump, qui a quand même procédé à quelques humiliations en masse d'ailleurs envers Ben Salman il y a pas très longtemps, en lui rappelant qu'il ne tiendrait pas 2 semaines sans l'appui des Américains et qu'il était à la solde totale des États-Unis. On sent Trump bien embarrassé par cette affaire parce qu'il y a les élections mi-mandat qui approchent et que l'opinion, j'allais dire, de la presse américaine est absolument consternée par cette affaire. Et par le revirement aussi spectaculaire de Trump, qui est capable du jour au lendemain de changer d'avis sur le sujet, selon le sens du vent. Faiza, Trump, est-ce que tu sens que ça peut trembler aussi pour lui? Je pense pas. J'ai lu un petit peu ses réactions. Il souffle un peu le chaud et le froid dans cette affaire, et je pense pas que, je pense pas qu'il remettra en cause de manière ferme et définitive son soutien à la monarchie saoudienne. Et Trump, si ça doit trembler pour lui, ce sera peut-être pas forcément uniquement sur cette affaire de crime et d'assassinat organisé. Alors nous a rejoint sur ce plateau et par téléphone, pour être plus précis, notre spécialiste en la matière, Sofiane Lakhdari. Bonjour Sofiane. Salut Sofiane. Sofiane. Arrête Christophe, salam alaikum. Christophe, Nasser, et bienvenue à Faiza. On t'écoute Sofiane. Oui, on t'écoute. Je voulais juste, pour rebondir ce qu'a dit Nasser sur la révolte des Saoudiens, juste voir la composition de la population saoudienne. C'est une population qui est à peu près de 20 millions d'habitants, et dans les 20 millions, tu as la moitié qui est d'origine étrangère. Soit ils sont d'origine yéménite en grande partie, soit d'origine pakistanaise, etc. C'est que cette moitié, impossible qu'elle puisse se révolter. Et vous avez dans l'autre moitié, on peut la diviser en 3. Vous avez un tiers qui est lié directement à la famille royale, ou à la deuxième branche de l'Arabie Saoudite, à savoir l'école wahhabite. Ouais. Et vous avez une autre moitié qui est d'obédience chiite. Et quand par hasard cette obédience chiite, elle est à la majorité, elle se situe surtout dans les lieux où il y a le plus de pétrole, dans la région d'Al-Qatif. Et vous avez un autre tiers. C'est-à-dire on peut demander à une partie de se révolter. Ce qui me paraît vraiment difficile pour l'Arabie Saoudite ou à la population saoudienne de se révolter. C'est pour cette raison. Oui, très bien. Important, en tout cas, à spécifier, Sofiane, quant à la réflexion de Nasser qui invitait les habitants de l'Arabie Saoudite à se révolter, quoi. C'est extrêmement compliqué dans le schéma que tu nous proposes là. Voilà. Et en même temps, voilà, c'est juste pour dire aussi que l'Arabie Saoudite, Donald Trump l'a bien dit, c'est une vache à lait. Il faut la traire au maximum et dès qu'on finit, il faut l'égorger. Ces propos-là, il a utilisé ces propos lors de sa campagne électorale. Et aujourd'hui, on assiste à la même chose. Par exemple, tu as parlé de Christophe des déclarations de Trump. Il dit le tout, ils sont contraires le lendemain. Il dit Mohamed Ben Salman n'a rien à voir. Et on a vu que la même chose vis-à-vis de Erdogan. Il essaye aussi, l'économie turque, elle était en difficulté. La livre turque, elle a perdu presque 40% de sa valeur. Alors tout le monde essaye d'extraire le maximum, mais à mon sens, Mohamed Ben Salman, le jour ne sont pas que comptés. Il est impossible qu'il puisse résister. Après, pour dire
que la pression va baisser, je doute vraiment parce que à l'intérieur des États-Unis, il y a un conflit interne entre les médias et Trump, et ils utilisent ce conflit afin de faire tomber Donald Trump. Déstabiliser Trump. C'est ça. Merci Sofiane pour les précisions très importantes. Et bon courage à vous. Très Au bien. plaisir. Merci. Voilà. Bon, t'as vu Faiza, hein, on a une équipe quand même au top là, hein, pour le coup, à chaque fois. Et on va compléter tout cela, et pour en terminer, avant de passer à ton avis tranché, le premier, cher Faiza, et nos invités aussi sur cette affaire que l'on va être, on va être sur le coup. D'ailleurs, la première radio à vous révéler cette affaire qui s'est passée près de chez toi, à Nice. Ça s'est passé dans un magasin Auchan où un homme donc aurait été visiblement tabassé. Il en est décédé vendredi dernier. On va en reparler. Encore la vue d'un jeune qui bascule suite à des violences, et quand on sait que il y a ce projet d'Estrosi, je sais pas où ça en est, tu nous en parleras, d'armer les vigiles près de chez vous là à Nice là-bas. Ça donne froid dans le dos en tout cas. On en reparle avec toi dans un instant, mais juste auparavant, après la pub, à découvrir, à écouter, et tu pourras réagir Faiza sur l'avis tranché signé Nasser Lajili. Soyez les bienvenus, c'est le LGF avec Faiza Ben Mohamed, dont c'est sa première aujourd'hui, mais certainement pas sa dernière, elle est là pour un bon bout de temps, et Nasser Lajili sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Faiza Ben Mohamed est avec nous, ainsi que Nasser Lajili sur France Maghreb 2, et nous avons parlé, vous rappelons la question du jour, suite aux fuites de la presse turque et au discours de Erdogan. Pensez-vous que MBS est à l'origine de l'assassinat de Khashoggi? Vous répondez à cette question, et vous êtes en grande majorité d'ailleurs à penser que oui, 89% sur Facebook France Maghreb 2, ainsi que 76% sur Twitter LGF officiel. Dans un instant, ma chère Faiza, tu vas te lancer dans un rappel des faits concernant une affaire qui concerne la région où tu résides, à savoir Nice et sa région. D'ailleurs, quel temps fait-il à Nice aujourd'hui, Faiza? Il fait super beau. C'est pas que je veux vous faire râler, mais je pense qu'on a bien une bonne quinzaine de degrés de plus que vous. Ah non, non, quand même. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ça blague pas là-bas. Hein. Non, on est bien. Un jour, on fera une émission ici si tu veux. Avec grand plaisir, cher Faiza. Si tu sais bien faire le thé, moi j'arrive. Y a pas de problème. Du coca, sinon. Du coca. Moi je bois de l'eau. Bon, alors ma chère Faiza, tu vas écouter donc l'avis tranché maintenant de notre ami Nasser Lajili, qui, pour conclure, j'ai envie de dire, ce sujet de l'Arabie Saoudite, va nous parler plus d'un volet business avec l'Arabie. Jingle. Alors mon cher Nasser, donc sur l'aspect quand on a de l'argent, finalement on met un petit peu les valeurs de côté. C'est exactement ça. L'argent saoudien achète bien sûr le silence occidental. Voici que les gouvernements occidentaux, à la remorque de Trump, font mine de s'émouvoir du meurtre du journaliste Khashoggi par le régime saoudien. Comme d'habitude, ils se font donneurs de leçons, mais au lieu de cela, pourquoi ne reste-t-il que spectateurs? Il ne manque pourtant pas de moyens, pour l'importance des contrats commerciaux, de faire pression sur MBS pour faire cesser les massacres au Yémen et les violations des droits élémentaires des Saoudiens. Une fois de plus, il s'agit d'hypocrisie érigée en système et d'indignation à géométrie variable. Après longtemps avoir été présenté par les médias occidentaux, complaisant comme un modernisateur, ouvert, MBS montre de plus en plus son vrai visage, celui d'un dictateur sanguinaire. L'héritier désigné de la dynastie des Saouds a poussé le cynisme jusqu'à aller serrer la main du fils de sa victime, que ces hommes de main ont littéralement coupé en morceaux. En face, ou plutôt à côté, ou derrière, se trouve ce dingue de Trump qui n'a aucun scrupule à reconnaître que la vie humaine passe après la valeur de l'argent. En déclarant que les États-Unis ne vont pas abandonner de juteux contrats simplement parce que le régime est coupable d'assassinat. Quant aux centaines de milliers de Yéménites massacrés, c'est encore mieux, personne n'en parle. Il est vrai que l'Occident a une bonne raison de garder le silence, c'est qu'il fournit massivement les avions et les armes au prix des millions de dollars. Faut-il rappeler que tout ceci a lieu en terre d'islam et que ce type d'abomination et d'atteinte à la dignité humaine est complètement contraire aux prescriptions de l'islam. Les musulmans du monde entier vivent d'autant plus mal cette situation, et d'ailleurs cette situation me fait rager. Je suis très triste pour les victimes saoudiennes de cette dictature et les centaines de milliers des victimes innocentes yéménites qui sont très souvent présentes dans mon esprit.
Voilà Christophe. Merci Nasser pour cet avis tranché. Et tranchant. Et tranchant, absolument, comme d'habitude. Qu'en a pensé Faiza ? Alors moi, pour ma part, je souscris mot par mot. Nasser, bravo. Ah bah dis donc, c'est pas mal pour la première. Elle souscrit mot par mot, donc elle n'enlève rien. Donc voilà, vous continuez de voter. Vous avez tous les éléments maintenant. On vous a tout donné sur la table là concernant donc cette question du jour. On va passer maintenant à tout à fait autre chose, puisque nous allons filer vers Nice, sur la Côte d'Azur, dans les Alpes-Maritimes, près de chez toi, Faiza, où tu vas nous faire, dans le cadre de ton avis tranché, donc... Christophe, oui, juste, on a oublié de préciser qu'il y avait un rassemblement qui était effectivement, organisé. pardon. Donc, laisse-moi juste le temps de trouver l'information. Il y a un rassemblement qui est organisé pour conclure, bien évidemment, le dossier de Kanougi, excusez-moi si j'écorche le nom, voilà, Khashoggi. Donc, il y a un rassemblement prévu vendredi prochain devant l'ambassade d'Arabie Saoudite. Oui. Donc, à Paris, tout à fait. Le rendez-vous, il est le vendredi 26 octobre de 16h à 18h. Pendant l'émission du LGF. Ouais. Voilà, au 92 rue de Corcelles, dans le 8e arrondissement. D'ailleurs, ce rassemblement, c'est pour dénoncer l'audio-meurtre du journaliste, les crimes de la coalition au Yémen, et pour défendre, bien sûr, la liberté de la presse et d'information, et bien évidemment pour défendre aussi les droits de l'homme au Yémen. Alors rendez-vous donc ce vendredi à partir de 16h devant l'ambassade de l'Arabie Saoudite à Paris. C'est rue de Courcelles, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Voilà, rue de Courcelles à Paris. 16h pendant le LGF, on enverra certainement quelqu'un de l'équipe d'ailleurs pour couvrir un petit peu ce qui se passe sur place. Disais-je, avant de rappeler ce rassemblement important et que évidemment on vous rappellera jusque vendredi, puisque nous sommes mercredi, on file donc dans les Alpes-Maritimes, ma chère Faiza, avec, dans le cadre de ton avis tranché, rappel des faits sur cette affaire qui concerne ce jeune homme qui est décédé vendredi. Il aurait été apparemment violenté par des vigiles d'un magasin Auchan, d'un centre commercial Auchan. Faiza, raconte-nous un petit peu. Alors moi aujourd'hui, pour mon avis tranché, je voudrais vous parler de Femi. Alors Femi, il avait 21 ans et vendredi, il se rend dans le supermarché Auchan à la Trinité à côté de Nice. Et puis à la sortie, au niveau des caisses, il est appréhendé par 2 vigiles qui seront ensuite rejoints par 2 autres vigiles. Donc il se retrouve avec 4 personnes dans une petite salle, donc à l'abri de tous les regards. À 16h46, toujours ce vendredi, les gendarmes arrivent sur place. Ils sont appelés par le magasin Auchan et ils trouvent le jeune homme, donc Femi, inconscient. Ils le menottent, malgré le fait qu'il soit inconscient. Et ils l'emmènent directement à l'hôpital Pasteur où il décédera autour de 21h. Alors, sa famille, qui a organisé lundi une marche blanche sur Nice, qui a été d'une très grande dignité et suivie par des centaines de personnes issues du quartier de la Condamine à côté de Nice, elle attendait impatiemment le rapport d'autopsie qui a été rendu hier soir. Mais ce rapport d'autopsie, bien qu'il ait été très très attendu, le procureur, en fait, il explique quand il donne le contenu du rapport, qu'une enquête est ouverte pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Mais il explique aussi que les investigations en l'état n'ont pas permis de déterminer avec certitude si les circonstances du décès de Femi, à savoir est-ce qu'il a reçu des coups mortels ou s'il est décédé des suites d'une crise d'épilepsie. Alors, ce que je peux, moi, en revanche, vous dire, c'est que les témoignages que j'ai pu recueillir et que vous entendrez tout à l'heure, parce que je suis à côté de ses amis, son grand frère et son éducateur, c'est que Femi, vendredi soir, après son décès, quand ils sont allés le voir, il portait des traces sur le visage, avec un nez fracturé, une tempe tuméfiée et une lèvre qui saignait. Alors cette affaire, pour moi, elle me rappelle un petit peu celle d'Adama Traoré. Alors pas tant dans son déroulé, parce que pour Adama, il s'agissait de gendarmes, mais dans une espèce de l'utilisation de l'excuse de problème de santé pour justifier un décès. Alors Femi, il était épileptique, ça on le sait et c'est pas contesté. Mais je me pose moi la question de savoir dans quelle proportion les jeunes issus des quartiers populaires ou les jeunes issus de l'immigration ont des maladies qui deviennent soudainement mortelles quand elles se retrouvent soit dans les mains de la police, soit dans les mains de sociétés de sécurité. Puis, alors de mon côté, je sais pas, pour ceux qui savent pas, je suis issue d'une famille qui a vécu un crime policier dans les années 80, puisque mon oncle, Awari Ben Mohamed, a été tué par un CRS. Et la justice nous a jamais rendu un verdict qui soit digne, puisque le policier qui a tué mon oncle, il a été condamné à 6 mois de prison
Puis ensuite, il a été amnistié. Alors aujourd'hui, tu vois, Christophe, j'ai le grand frère de Femi qui est à côté de moi. Et lui, il est là parce que, on n'accuse pas les vigiles d'avoir commis des violences. Pour l'instant, on le sait pas. On se pose juste des questions de savoir pourquoi, soudainement, sa crise d'épilepsie, elle devient mortelle quand il est à huis clos avec des gens qui sont censés assurer notre sécurité. Et quand je vois sa famille, quand je vois ses amis, je peux pas m'empêcher de penser à ma grand-mère, au quartier des Flamands où mon oncle a été assassiné dans les quartiers nord de Marseille. Et puis je me dis que là aujourd'hui ils sont quelques jours après la mort de leur frère, de leur ami, de leur cousin, de leur ami de quartier. Et je sais moi au sein des familles ce que ça fait. Je sais que 40 ans plus tard, ma grand-mère elle demande toujours justice et je sais ce que ça fait d'être victime d'un déni de justice. Alors aujourd'hui eux ils sont là. Je vais leur laisser après la parole, mais tout ce qu'ils demandent c'est la vérité et la justice sur la mort de leur frère. Une petite question, Faiza, sur cette affaire, triste affaire. Ça se passe donc dans un centre commercial, visiblement, à Auchan. Il y a des caméras de surveillance partout à Auchan. On n'est pas capable de pouvoir relater la scène telle qu'elle s'est produite réellement. Alors, on relate la scène jusqu'à ce qu'il fasse entrer le jeune homme dans une cabine à huis clos. Et à partir de ce moment-là, on ne maîtrise plus ce qui s'est passé après. Tout ce qu'on sait, c'est que le jeune homme, il ressort inconscient, menotté, avec une prétendue crise d'épilepsie, qui décède 4 ou 5 heures plus tard, qu'il a le nez fracturé, qu'il a le visage tuméfié et la lèvre qui saigne. Ouais. Alors peut-être que tu vas donner la parole puisqu'ils sont avec toi, Faiza, donc le grand frère, ami et éducateur également de Femi. Oui, c'est ça. Alors je vais te le passer en premier, d'abord peut-être son grand frère, comme ça. Absolument. Le renseignement et puis il pourra parler au nom de sa famille aussi. Oui. En direct donc sur France Maghreb 2, le grand frère de Femi. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Faiza Ben Mohamed donc vient de nous relater cette affaire qui a conduit donc malheureusement à la mort de votre frère. D'abord, première réaction en tant que grand frère là aujourd'hui, 5 jours après. Franchement, il n'y a pas de mots pour décrire ce que je ressens. Ouais. Voilà. Quels sont les derniers moments que vous avez passés avec votre frère? Quels sont les derniers moments que vous avez vécu avec votre frère? Est-ce que vous pouvez, vous l'avez vu quand votre frère avant qu'il ait été donc apparemment, encore une fois utilisant le conditionnel, qu'il ait été violenté? Je l'ai vu à la maison avant de sortir, avant qu'il sorte dehors, aller vers Auchan ou je ne sais où. Il allait faire quoi au champ? À faire des courses. Faire des courses, d'accord. Et donc il n'est jamais rentré. Voilà, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, votre famille est mobilisée et demande justice, bien sûr, sur ce qui s'est passé. Comment comptez-vous faire pour faire face justement? Vous savez que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu beaucoup d'affaires de violence, alors que ce soit de la police ou autre chose, mais c'est extrêmement compliqué. Va falloir être courageux, va falloir se battre. Vous êtes prêts? Vous avez ce mental pour la mémoire de votre frère? Oui, bien sûr. On est Rambo. Très bien. Eh ben écoutez, bon courage. Peut-être on pourrait éventuellement parler à quelqu'un qui l'a connu. Je crois son éducateur, qui va pouvoir un peu nous parler aussi de Femi, qui est décédé, rappelons-le, donc dans un hôpital. Je vais laisser la parole à Riyad, qui était son éducateur de quartier, parce que je pense que tu as compris, son frère il a un absolument peu, non, mais il n'y a pas de souci, on peut comprendre. Bah oui. Donc, voilà. Évidemment. Je laisse la parole et on le remercie d'ailleurs de nous parler. On sait que on imagine que ça doit évidemment pas être évident, pas facile du tout. En plus, vous imaginez, c'est très frais encore. C'était vendredi dernier que Femi est décédé donc à l'hôpital. Riyad, donc éducateur, c'est ça? Absolument. Bonjour Christophe et merci de nous permettre de parler au nom de Femi et de sa famille. Alors parlez-nous de Femi, Riyad. Qui était-il? Quel type de jeune homme? Effectivement. Donc moi je me permets d'en parler dans un cadre on va dire clair et transparent, c'est celui d'une démarche socio-professionnelle. Donc moi je suis conseiller dans le quartier où Femi a grandi. Donc j'ai eu l'occasion de le voir et de le connaître peut-être 2 ans avant le décès. Donc je l'ai connu donc il y a 2 ans et je l'ai vu il y a 2 jours avant son décès. J'avais d'ailleurs rendez-vous avec lui ce lundi pour qu'il puisse récupérer un CV.
Et en tout cas, moi aujourd'hui, je suis content de prendre la parole parce que je parle au nom de toutes les personnes qui ont été choquées par l'image fausse transmise par les médias de ce jeune garçon, parce que au-delà du geste qui a pu être commis ces dernières heures avant son départ et son retour vers Dieu, je pense qu'il est important de rappeler que Femi, comme tout et comme beaucoup de jeunes de quartier, était dans une démarche positive de réinsertion, de recherche d'emploi, de formation. Il était assidu à ses rendez-vous. 2 jours avant son départ, je pense que son émotion ne trompe pas. Il m'a attrapé par les bras, avec un regard rempli d'émotion, et en me disant, presque de manière solennelle, je veux m'en sortir, ne me laisse pas. Lundi je passe, je récupère quelques CV et il faut que mon père il soit fier de moi. Voilà, je vais pas schématiser tout un accompagnement, mais il est passé par toutes les cases. Donc l'histoire du CV par exemple, ça aurait pu être un jeune qui m'aurait demandé de le faire et de repartir. Non, il a joué le jeu. Donc quand il a fallu d'abord le faire de manière manuscrite, il a fait le CV à la maison, donc il est revenu le lendemain. Voilà, donc j'espère que... Quel âge avait-il, Femi, Riyad? Comment? Quel âge avait-il? 20 ans. 20 ans. 21 ans. 21 ans. C'est évidemment beaucoup trop jeune pour mourir de cette manière-là en plus. Alors, est-ce que, quand vous dites les médias ont menti, quel type d'informations ont-ils relaté? En fait, si je reprends les quelques mots que j'ai pu voir dans certains articles, c'est un délinquant connu des services de police. Non, la vie de Femi, elle se résume pas à ça. Il a jamais fait de prison. C'est pas un dealer. Il avait des problèmes de santé, et malgré ce problème de santé reconnu par la MDPH, c'était un garçon volontaire, donc il voulait absolument travailler, parfois même au détriment de son problème de santé. Après, comme tout un chacun, il avait des périodes de moins bien, des petites phases de dépression où il a jamais forcément fait le deuil de la mort de sa maman, parce qu'on en parlait souvent. Et les quelques jours avant qu'il parte, d'ailleurs, avec tous ses amis, il pleurait facilement. Voilà, c'est un garçon qui pleurait facilement parce que il voulait avancer et il savait que il y avait des choses à faire en tout cas. Riyad, comment réagit le quartier, les amis, les copains? Très mal. C'est un quartier absolument en deuil, vraiment, que ce soit les amis, les travailleurs sociaux. Elodie Jeanne, d'ailleurs, je peux la citer parce qu'elle pourra témoigner. Donc une conseillère de la mission locale qui le suit dans le cadre d'une garantie jeune aussi, est complètement sous le choc de par les circonstances de son décès, mais aussi parce que son image elle est entachée aujourd'hui, et j'espère et elle espère aussi, on espère tous à la Condamine, et je crois même que tout Nice aujourd'hui est en deuil parce que tous les quartiers ont entendu parler de l'affaire, et espérant que tout le monde puisse être au courant tout le monde l'est là maintenant. On est écouté partout en France, cher Riyad, donc c'est en tout cas une occasion de médiatiser cette affaire. Comment vous réagissez? Est-ce que c'est un pied de nez pour le coup, parce que quand on voit que Estrosi souhaite, je sais pas d'ailleurs s'il l'a fait passer ou pas encore, armer les vigiles? Moi je pense que avant de parler de cette question, d'armer les vigiles, je pense qu'il faut insister sur les formations. Voilà. Pourquoi? Parce que je suis pas agent de sécurité. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que quand un jeune aujourd'hui veut passer son CQP, on le prévient en lui disant que il va y avoir ne serait-ce que le PSC1, c'est un titre de premier secours pour que la personne puisse être suffisamment armée en termes de savoir sur les réactions à adopter quand on a une personne qui fait un malaise, etc. Pourquoi les vigiles aujourd'hui, ou en tout cas à ce moment-là, n'ont pas eu la bonne réaction face à un garçon qui, soi-disant, aurait fait une crise d'épilepsie devant eux? Voilà, avant de parler des armes, etc., je pense qu'il faut parler de prévention, de discussion, et je pense pas que ce soit avec la répression qu'on puisse faire avancer les choses. Riyad, pardon de vous interrompre, mais il y a une question quand même importante pour peut-être bien saisir cette affaire. Quand on est en pleine crise d'épilepsie, est-ce qu'on est capable de se blesser? Sincèrement, moi, j'ai déjà vu des personnes faisant des crises d'épilepsie. Si la personne tombe et qu'elle se fait mal, la personne tout de suite, même si elle n'est pas formée, elle appelle les pompiers, quoi. Donc là, il y a rien qui a été fait. Donc il y a non-assistance à personne en danger déjà.
je pourrais pas le prétendre, mais en tout cas, il faut se poser la bonne question, et c'est une des questions qu'il faut se poser. Il y a une autre question aussi qu'il faut se poser, c'est de se dire, mais la crise d'épilepsie, elle vient pas comme ça par hasard. Enfin, je pense que d'un point de vue c'est un état de nervosité, peut-être. Moi, je pense qu'il faut vivre quelque chose d'important. En tout cas, Femi, ces crises-là ne les faisait pas de manière imprévue. Il y a toujours des éléments qui provoquent ces fortes crises. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la famille, les amis veulent la vérité. Est-ce qu'il y a, je suppose que c'est peut-être encore un petit peu trop frais, mais un collectif qui s'est mis en place? Est-ce qu'il y a une page Facebook? Est-ce qu'il y a les réseaux sociaux qui sont enclenchés? Justement, je vais donner la parole à Faiza qui va peut-être un peu plus éventuellement. En tout cas, merci beaucoup Riyad d'avoir en tout cas parlé de Femi avec que la vérité parle. Exactement, évidemment, comme dans toutes les affaires, bien entendu. Alors Faiza, sur les réseaux sociaux, parce que les gens qui nous écoutent à cette heure-ci ont certainement été choqués, interpellés par cette affaire et souhaitent en savoir davantage, ce qui est normal. Poursuivre cette affaire, l'évolution de cette affaire. On est, je le rappelle, encore dans une période de très très frais là. C'était vendredi dernier qu'il est décédé, Femi, à l'hôpital. Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux? Est-ce que ça s'est mis en place? Écoute, pour l'instant, la famille qui était encore un petit peu, un peu beaucoup même sous le choc, n'a pas forcément réagi de manière médiatique et de manière. Oui, on peut le comprendre, c'est tout frais. Hein. En tant que militante, évidemment, s'ils ont besoin de moi, je vais les accompagner, je vais les aider, et je pense qu'il faut. Tu parlais tout à l'heure de collectif, voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir faire pour pas. Alors, c'est pas pour mettre la pression sur le parquet, sur les enquêteurs et tout. C'est plutôt pour les pousser et leur dire qu'ils sont derrière et qu'ils veulent la vérité et qu'ils vont pas lâcher. Tout à l'heure, tu posais la question à son frère shérif, de savoir s'il peut aller jusqu'au bout et s'il est armé. Alors quand ils sont tout seuls, évidemment, on le sait, c'est difficile et souvent les familles elles jettent l'éponge. Et là, sincèrement, là on n'est pas dans un cas de violence policière parce que pour une fois c'est pas la police qui est dans l'affaire, mais c'est quand même des forces de sécurité, des agents de sécurité. Je pense qu'il faut absolument que les associations se mobilisent autour d'eux pour réclamer la justice. Voilà. Est-ce que le corps a été autopsié? Ça a été fait? Alors, le corps a été autopsié. On a eu le rapport d'autopsie, je te le disais tout à l'heure. Hier soir, oui. Hier soir, le procureur explique que le rapport d'autopsie n'est pas concluant et ne permet pas encore de savoir si c'est le résultat, son décès est consécutif à des violences ou s'il est consécutif à une chute et une simple crise d'épilepsie. Donc du coup, ils vont avoir un deuxième examen beaucoup plus poussé. Le procureur leur a parlé d'un délai d'encore au moins 15 jours. Alors il faut savoir que la famille n'a pas encore eu accès au corps, qui voudrait vraiment pouvoir rapatrier le corps, pouvoir l'enterrer, pouvoir commencer leur deuil tranquillement. Et du coup, là, ça remet tout en question. Après, moi, je parlais tout à l'heure d'Adama Traoré. Il faut rappeler qu'Adama Traoré, il y a eu 4 expertises médicales qui ont été faites et que les 4 expertises se contredisent les unes les autres. Absolument. Ouais, donc après, c'est toujours problématique de savoir est-ce que parce que hier on n'était pas sûr qu'il soit décédé par des coups, des violences, de dire bon bah là on clôture. Moi je pense que enfin il y a même ses amis ici qui l'ont vu et qui me disaient il a le nez fracturé, il y avait du sang, il y a des coups sur le visage. J'ai eu hier encore son grand frère qui est pas là mais qui me disait j'ai vu mon frère faire des crises d'épilepsie 100 ou 150 fois dans ma vie. Jamais il est ressorti dans cet état. Pourquoi cet état? Il est là que quand on n'est pas là. Et... Justice est réclamée et c'est bien normal de la part de la famille. On fera un petit tour de table, Faiza, dans un instant, juste après la pub, oui. Pour conclure évidemment. Mais grâce à toi, j'ai envie de dire, et grâce à ta présence désormais dans le LGF, disons-le, on va pouvoir suivre aussi cette affaire et tu vas pouvoir nous tenir au courant des évolutions en attendant que les réseaux sociaux se mettent en place, hein, Faiza. Et on compte sur toi là-dessus. Donc dans un instant, Faiza, on fera un petit tour de table de ceux qui sont avec toi pour parler du cas de Femi qui est décédé à l'hôpital, on le rappelle, et qui donc a des fractures, vraiment des blessures qui apparaissent suite à une crise d'épilepsie dans un contrôle donc avec des vigiles dans un magasin Auchan, centre commercial Auchan près de Nice. À tout de suite, juste après la pub, c'est le LGF, Faiza Ben Mohamed, Nasser Lajili sont là avec nous. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous avec Faiza Ben Mohamed et Nasser Lajili sur France Maghreb 2. Nasser, t'as écouté cette affaire avec beaucoup d'attention il y a quelques instants avec le témoignage du grand frère.
On le sent évidemment très atteint et c'est bien normal. Bien sûr. Et Riyad, son éducateur, celui qui l'a accompagné, qui nous a parlé de lui, de famille. Donc une petite réaction, Nasser. Bah que dire sur l'affaire? Effectivement que c'est grave. Ça c'est le premier point. Déjà, je voudrais transmettre mes condoléances à la famille. Ce qu'il faudra juste dire aussi à la famille, que ça va être un combat de longue haleine et qu'il faut pas qu'il lâche le morceau, car il y a des droits dans ce pays et qu'il faut il faut aussi dénoncer tout ce qui tourne pas rond. Voilà, il y a des discriminations, il y a du racisme, il y a des bavures. Donc voilà, que ça soit au sein de la police ou que ça soit ailleurs. Donc on constate aujourd'hui que oui, notre société elle va mal. Et j'espère tout simplement, parce que tout à l'heure il y a l'éducateur qui disait, au lieu de nous parler de sécurité ou autre, il faudrait peut-être nous parler de ce qu'on pourrait mettre en place pour ces jeunes dans les quartiers. Et effectivement, parce que il faut peut-être rappeler à nos auditeurs et auditrices que les premières personnes discriminées sont dans les quartiers populaires. Donc voilà, il y a un combat effectivement qui est très intéressant à mener. Et je voudrais terminer en disant que courage à la famille, et qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de familles sont victimes de ce qu'ils ont pu subir vendredi dernier, et que ils ne lâchent pas le morceau. Donc courage à vous et soyez déterminés dans votre combat. Faiza, peut-être un dernier tour de table? Oui, écoute, je vais laisser la parole le temps qui nous reste à ses copains de quartier. Peut-être qu'ils sont plus légitimes que moi pour parler, et puis en même temps tu leur permets de s'exprimer là où ils peuvent pas forcément. Exactement. Tu nous les présentes, et enfin ils se présentent, et puis un petit mot donc sur famille. Alors je me présente, je m'appelle Owen. Je suis un très très bon ami de Femi. Donc voilà, nous tout ce qu'on réclame pour l'instant c'est justice. On aimerait bien la vérité, qu'on ne cache pas des choses. On aimerait savoir, on aimerait faire le deuil tranquillement pour notre frère, parce que depuis qu'il est parti, ils n'ont pas seulement tué un ami, ils ont tué un quartier, on va dire, parce que c'est très difficile pour tout le monde. Femi, il était aimé de tout le monde l'aimait, il aimait tout le monde, il n'y avait pas de souci en particulier avec Femi. Et on peut lire des commentaires sur les réseaux sociaux qui sont très blessants pour la famille et pour nous les amis. Mais donc c'est très difficile pour le frère. Excuse-moi, juste je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Ne regardez pas les commentaires sur les réseaux sociaux, car ça va vous mettre dans des états qui ne vont pas forcément vous servir. Soyez positifs, battez-vous comme vous êtes, voilà, avec les amis, avec les familles, avec les voisins, les voisines, toutes les personnes qui ont pu connaître Fehmi. Donc voilà, faut se battre. Ne regardez pas tous les commentaires, ça ne sert à rien. Il y a du racisme partout. Et ça, ceux qui interviennent sur les réseaux sociaux avec des phrases choc ou du racisme, c'est des gens qui n'ont pas le courage de parler en face de ces personnes. Voilà, des familles touchées. Donc battez-vous. Ne regardez plus ça, et il y a un combat qui vous attend, et c'est un combat dans lequel nous on va être parmi vous. Donc moi personnellement en tant que Nasser, je vous soutiendrai à 100% sur votre combat jusqu'à la justice sorte de ce massacre, je veux dire cette mort quoi. Donc voilà. Merci, en tout cas on vous remercie. Donc maintenant je vais vous passer à un autre ami donc qui aimerait bien parler. Bien entendu. Merci beaucoup et bon courage en tout cas. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors présentez-vous. Alors je m'appelle Bilal. Oui, Bilal. Voilà. Alors moi voilà, je veux parler parce que c'est pas un ami qui est mort, c'est un frère. J'insiste bien sur le mot frère. On connaît toute sa famille. Ils nous connaissent, on a grandi ensemble. On a fait beaucoup de choses ensemble. J'ai son frère à côté de moi, ça me fait mal de le voir comme il est. Voilà, juste comme ça pour Femi, et que là où il est, on l'aime, et voilà, et que justice pour lui, et voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Très bien, merci beaucoup et bon courage en tout cas. Merci à vous tous, bien sûr, à la famille. Ça va être dur. Je voulais vous dire, monsieur aussi, je suis un ami. Je me présente, je suis un ami. Je m'appelle Neige. Je suis un ami de Femi, un très bon ami. Je restais tout le temps souvent avec lui. On se connaît bien. C'est des petites activités. Enfin, comment vous dire, même s'il a volé, il a pas tué. Donc voilà, ces agents de sécurité là, en fait, c'est ça que je veux dire. Moi, je voulais pas parler de ça. C'est normalement ils sont formés. Et des crises, Femi il en a fait devant moi, devant ses amis, devant beaucoup de gens. Femi, ça lui arrivait de faire des crises et jamais il en est mort. Et bref,
c'est rare qu'il, même des fois, il allait même pas à l'hôpital. Et on lui mettait un coup d'eau, on évitait que sa tête tape quelque chose et on l'aérait, quoi. S'il avait une veste et qu'il était étouffé, ben on ouvrait sa veste pour qu'il s'étouffe pas. Des gestes simples que j'ai jamais fait de secourisme mais que je sais faire. Et que ces gens-là, ils sont là, ils travaillent en sécurité. Moi, je vais plus jamais y aller à ce Auchan là, parce que je vais plus jamais y aller à Auchan. Et il y a pas que moi. Hein. On est beaucoup à y aller. Et voilà. En fait, là, Monsieur Estrosi, il parle de mettre des armes aux vigiles, mais d'abord qu'il leur fait faire des formations de secourisme, déjà de 1. Et c'est pas ça qui va me ramener. Comment vous dire? C'est pas tout ça qui va ramener Femi, parce que c'est notre frère et on le voit plus là. Et voilà. C'est pas tout ça qui va le ramener, mais ce qu'au moins on veut savoir, c'est qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait, parce qu'il faut pas être stupide pour comprendre si comme je vous disais, monsieur. Il faut qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait, quoi, et qu'ils disent la vérité, même si c'est des grands menteurs, tous ces gens-là. Yes. Je sais pas, ils peuvent très facilement cacher la vérité, ben qu'au moins ils disent quelque chose, quoi. Ce qu'il faut savoir, quelque chose de crédible et de sérieux. Voilà ça qu'on demande, qu'il faut qu'il fasse. Rien ne doit justifier la mort d'une personne. Donc ce qu'il a fait, c'est son problème. Mais rien ne doit justifier la mort d'une personne. Donc voilà, c'est un combat et il faut y aller à fond. Ouais. Bon courage en tout cas. On ira jusqu'au bout. Hein. Et voilà. on fera toutes les luttes qu'il faudra. On ira. Exactement, il faut y aller. C'est important. Toute la force qui viendra à nous, ben on la prendra et on a. Voilà, monsieur. Bravo. Merci et bon courage en tout cas. C'est pas fini pour Femi. Il est pas mort et on l'oublie pas comme ça. C'est pas clair. C'est clair. C'est pour ça qu'on en parle. On dit qu'il y aura une autopsie qui est plus grande qui va être pratiquée. Eh ben c'est vrai que ça aussi c'est compliqué pour la famille, parce que la famille souhaite s'assurer de son fils, l'enterrer et se tranquilliser, s'apaiser un peu par rapport à ça. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire, monsieur. Merci en tout cas et bon courage à vous, cher monsieur. Et à très vite. Bon, ben voilà, donc on va suivre ça de près, cher Faiza. Oui. Tu vas donc suivre ça de près, j'imagine. Moi je vais suivre ça de près, évidemment je vais les accompagner parce qu'ils sont pas forcément armés, ils ont pas forcément l'habitude de ce genre d'affaires qu'on a peut-être nous associatifs déjà vécu avec d'autres familles. Après tu comprends, je sais pas si tu as bien compris, mais le processus de criminalisation de la victime les a beaucoup affectés et c'est déjà sur ça qu'on va travailler. Exactement. Eh bien, en tout cas, merci Faiza de les avoir mis en lumière et tu ne manqueras pas de nous tenir informés et on les partagera d'ailleurs sur nos réseaux sociaux aussi dès qu'il y a un Facebook ou un Twitter ou qui s'ouvre pour suivre donc cette affaire que l'on a évoquée aujourd'hui avec toi et grâce à toi, cher Faiza. Bah écoute, sur le Twitter et le Facebook, on vient de l'ouvrir en même temps qu'on formidable, très formidable. Réactif. Alors vas-y, balance. On est hyper réactif. Alors, t'as un Twitter Justice pour Femi. Alors, le arrobas, c'est Justice pour F. Et la page Facebook du même nom, Justice pour Femi. Et parallèlement à ça, on avait ouvert une cagnotte Litchi que vous allez pouvoir retrouver sur Twitter aussi pour soutenir la famille parce que, évidemment, les coûts de rapatriement et les frais d'obsèques vont être à la charge de la famille qui est déjà ça coûte très cher. Acculée. Femi avec un H, Faiza. Oui, F-E-H-M-I. Voilà. Bien précisé parce que les gens peut-être que. Alors on rappelle, Twitter c'est @justice pour F. Pour F. Voilà, justice pour F. Voilà. Et le nom c'est Justice pour Femi avec Femi F-E-H-M-I. Sur Facebook. Sur Facebook et Twitter. Voilà. Eh bien super, bravo Faiza. Pour le coup, très réactif. Bon, ne bouge pas, c'est pas fini pour toi, cher Faiza. Ah, t'inquiète. J'imagine. Alors, on va passer maintenant au zapping. C'est les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, avant de parler de Tariq Ramadan, qui a changé de version. Si on prend 100 millions d'Africains, d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots Bamboula, d'accord, c'est maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Une bonne dose de cheval. Mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Excellent ce jingle du zapping, donc vous avez pu le constater, de l'entendre. Pour commencer ce zapping, messieurs, dames, un député En Marche très gêné, mais alors très gêné par une question à propos justement des ventes d'armes. On en parlait tout à l'heure, écoutez. Jean-Charles Larsonneur est un nouveau député de La République En Marche, très actif. C'est un ancien du Quai d'Orsay. Surtout, il siège à la commission défense, où il suit notamment l'équipement des forces françaises et a donc rencontré de nombreux industriels depuis son élection. Mais vous, ça vous inquiète qu'il y ait de l'armement français, par exemple, qui soit retrouvé sur un site de crime de guerre au Yémen? C'est quelque chose qui vous pose problème? Mais
Évidemment que la question est posée. Je vais pas m'exprimer sur ce sujet parce que j'ai pas. Pardon. Ouais. Mais pourquoi en fait? La caméra s'éloigne. Le député nous explique alors les choses un peu différemment. Et nous, c'est vrai, si on veut poser le débat sur le fond, si on n'a plus d'exportation, on n'a plus d'industrie de défense. Donc on perd notre souveraineté. En termes d'outils militaires, d'industrie de défense. Mais c'est cornélien en réalité, parce que effectivement, on va dans des pays pas très recommandables. Incroyable, ce député qui se retrouve vraiment très embarrassé, Nasser Faiza, par ces questions concernant les ventes d'armes. Il est paniqué, vous l'avez entendu. En tout cas, il tremblote et on le sent donc déstabilisé pour le coup. Et il nous avoue donc, caméra un petit peu éloignée, qu'on vend des armes à des pays pas très recommandables. Bon, ça on le savait déjà. Il n'y a pas de surprise. Voilà. Voilà pour ce premier extrait. Maintenant, la directrice de communication l'ex-directrice de communication de Jean-Luc Mélenchon. On en parle beaucoup, durant la campagne électorale. Sophia Chekirou. Sophia Chekirou. Elle était sur BFM TV hier. Elle a pu s'expliquer. Écoutez ses explications. Premièrement, il n'y a pas eu de surfacturation. Deuxièmement, Mediascope n'a pas surfacturé. Troisièmement, il n'y a pas eu de détournement de fonds publics. Quatrièmement, il n'y a pas d'enrichissement personnel. Il a pu nous représenter dignement. Moi, je trouve, j'étais contente. C'était ma colère. J'étais en colère. Je suis en rage depuis des jours. Là, je suis maintenant détendue. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je suis contente. Je vais enfin pouvoir me défendre. Sophia Chekirou qui est contente, qui va pouvoir enfin se défendre. Tiens, un petit mot, Faiza, peut-être sur, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, évidemment, de Jean-Luc Mélenchon, Sophia Chekirou. Qu'as-tu pensé un petit peu de cet épisode, de cette colère extrême de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise? Écoute, moi je crois que ça lui a profondément desservi la manière dont il a géré médiatiquement ses réactions. Après, je pense que sur le fond, il n'est pas exclu qu'il puisse avoir totalement raison et que certaines choses sont pas forcément. Il n'a peut-être pas été traité comme tout le monde, mais après les réactions à la limite de l'hystérie qu'il a pu avoir face caméra. Ses propos complotistes, tout ça, je pense que c'est des choses qui devraient être à bannir et qui le desservent profondément, quoi. Nasser? Oui, non, mais je rejoins complètement ce qu'elle vient de dire Faiza. Après, effectivement, ça va le desservir. Ici, c'était, on va dire, arrêté sur la vidéo live qu'il avait fait le matin de la perquisition. Oui. Il serait sorti nickel. Oui. Mais là, après, son hystérie, la scène devant la France Insoumise, je trouve que là, il a fait beaucoup de mal au sein de la France Insoumise. Je pense qu'il y a beaucoup de militants qui sont très déçus de sa réaction. Donc voilà, c'est quand même le leader entre guillemets de ce mouvement. Franchement, j'adhère pas du tout à la manière dont il a fait les choses. Après, effectivement, il a aussi le droit de se défendre et il avait toute la légitimité et en même temps, il avait tout à sa portée pour dénoncer cette manipulation qu'il peut y avoir derrière sur l'attaque de la France Insoumise, sur soi-disant des fraudes, etc. Parce que quand on constate les dépenses de la France Insoumise au niveau national, on voit bien que la République en marche est bien au-dessus. Et quand on parle de surfacturation, j'aimerais bien savoir de quelle facturation surfacturation qu'on parle. Ouais. La mise en place de vidéos, extrait de la campagne, facturé 250 €. Enfin voilà, bon bref, il y a plein de trucs. Et là encore une fois, moi je suis tout à fait d'accord avec Nasser. Je pense qu'il avait factuellement les moyens de montrer, en tout cas, ce qu'il avait à montrer. Tout à fait. Et ces propos à la limite de la crise d'hystérie, en mode la République c'est moi, la nation c'est moi, ou ce qu'il nous a raconté, ma personne est sacrée, machin, tout ça. C'est pas digne d'un représentant de l'État. C'est ça. Ouais, tout à fait. Alors, dans cette émission, preuve que l'on évoque les informations que l'on entend évidemment nulle part ailleurs, je vais vous parler d'une jeune fille, une histoire assez incroyable qui nous emmène du côté de Aubenas en France, où une jeune convertie catironnée ne pourra pas être enterrée dans le carré musulman puisque le maire de la ville s'y oppose. Rappel des faits. Pour la famille Renner, une peine succède à une autre. En 2016, leur fille disparaît. Récemment convertie à l'islam et mariée à Marseille, elle était revenue pour quelques jours en Ardèche. 2 ans plus tard, au printemps dernier, l'ex-petite amie de la jeune femme avoue le meurtre. Le corps est retrouvé à Vaugué. Aujourd'hui, au moment de l'inhumation, point de sépulture.
Les parents jusqu'ici discrets rompent le silence. J'ai appelé au Benin, qui m'ont dit qu'ils avaient un carré musulman, mais que ça allait pas être possible parce que elle n'était pas décédée au Benin. Et puis après, je dis, mais quand même, elle est quand même née au Benin, elle a vécu 10 ans au Benin, elle travaillait au Benin. Elle est partie 1 mois avant de décéder, elle est partie le 9 avril, elle est décédée le 9 mai. Fait, je veux dire, on demande juste une dérogation, quoi, quelque chose. Le seul carré musulman proche de Saniac où vit la famille Renner se trouve à Aubenas. Les imams de la commune ont donné leur accord. Seule la mairie s'arc-boute sur le règlement. Il faut être résident d'Aubenas ou y être décédé. Des dérogations existent, a su la famille par les autorités religieuses, mais le maire ne fléchit pas. C'était ses volontés et que pour moi, Aubenas, c'est le prix que je peux pouvoir l'avoir. Nous avons demandé une interview à Jean-Claude Meyer, le maire d'Aubenas. Il a refusé de répondre à nos questions. Histoire incroyable parce que il me semble, alors peut-être que je me trompe et je vais dire des énormités, mais quand on décède quelque part, on a envie d'être enterré dans un endroit précis, en l'occurrence dans la ville où on est né, on a grandi, etc. C'est tout à fait possible. Pourquoi le maire s'y oppose de la sorte? Je veux dire, qu'est-ce que ça vous illustre comme commentaire, Faiza? Tu sais, c'est un peu dans la continuité de toutes les polémiques qui sont liées de près ou de loin à l'islam. Je crois que là, le maire, il y a une volonté manifeste de faire obstruction à l'enterrement de cette dame parce qu'elle est musulmane. Après, je veux pas faire me victimiser à outrance, mais il faut s'arrêter maintenant dès qu'il y a une polémique sur l'islam, de la médiatiser outre mesure ou de faire en sorte que les repas halal à la cantine soient des sujets alors qu'ils n'en sont pas. Les carrés musulmans, c'est quand même un droit. Je veux dire, même maintenant on commence à embêter les musulmans, même quand ils sont morts, punaise. C'est hallucinant. Moi, c'est hallucinant. Je te rejoins, Faiza, mais en même temps, moi, ce qui me choque, c'est qu'on respecte pas la famille. Voilà, le défunt aujourd'hui. Voilà, la maman qui rompt le silence parce qu'elle en a marre et elle constate que finalement, il y a une discrimination. En même temps, c'est pas comment on peut pas respecter la mort d'une personne. Donc, elle est née ici. Elle est née dans cette ville. Elle a fait toute sa jeunesse, toute son enfance dans cette ville. C'est inacceptable aujourd'hui qu'un maire comme celui-là, d'ailleurs, il faudrait qu'il lance une pétition, qui est aussi des associations comme le CCIF ou autres, soient penchées sur cette affaire pour les attaquer en justice. Donc, à un moment donné, il faut aussi que la famille soit accompagnée, parce que voilà. À suivre de près, évidemment, cette affaire-là aussi. On a beaucoup d'affaires et de dossiers en cours dans cette émission. Dans un instant, autre affaire. Celle-ci est un peu plus médiatisée. Tariq Ramadan, virage à 180 degrés. Il reconnaît des relations sexuelles consenties avec Christelle et avec Enda Yari. Pourquoi maintenant? Pourquoi avoir entendu autant de temps? On en reparle avec vous dans un instant avec vos réactions au 01 40 33 9000. Tariq Ramadan, dont l'avocat nous a indiqué qu'il y avait une 4e demande de libération qui, selon toute vraisemblance, devrait maintenant être accordée. Affaire à suivre, j'ai envie de vous dire, mais vos réactions m'intéressent, m'interpellent. 01 40 33 9000, Faiza Ben Mohamed, Nasser Lajili sont avec nous. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Nasser Lajili, avec Faiza Ben Mohamed qui est avec nous, et on va ouvrir le dossier Tariq Ramadan, qui, vous le savez, est en prison depuis le 2 mois de février dernier, accusé de viol par 3 filles. Il y a eu confrontation avec 2 d'entre elles, à savoir Christelle Enda Yari. Tariq Ramadan avait toujours nié des relations sexuelles évidemment avec ces personnes, et revirement, et à sa demande, lundi, il a confié devant les juges qu'il reconnaissait, avouait donc des relations sexuelles consenties avec Christelle et avec Enda Yari. Une fois d'ailleurs, ont-ils dit, selon l'avocat, donc il a également fait écho et apporté au dossier des SMS donc envoyés de la part de Christelle et de la part de Enda Yari, qui laissent entendre effectivement que il y avait des relations consenties, si on en croit en tout cas des SMS qui ont été envoyés, révélés par la presse. Alors, sur ce revirement que on peut s'étonner, arrive tardivement. On se dit aujourd'hui que s'il avait avoué dès le départ, il aurait peut-être pas fait tous ces mois de prison.
Tariq Ramadan, Faiza, est-ce que aujourd'hui on peut dire que ça arrive un peu tardivement? Est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être une volonté de sauver son honneur dans cette histoire? Bah, évidemment, après là, quand on est face à des questions qui touchent à la vie privée, à la sexualité, tout ça, évidemment, je pense que c'était hyper compliqué pour lui de le reconnaître. Après, je sais pas si tout le monde a attendu hier pour comprendre que effectivement il s'était livré à des relations extra-conjugales, mais on avait déjà des éléments qui avaient fuité dans la presse et qui nous faisaient clairement comprendre qu'il y avait des relations consenties qui avaient eu lieu. Oui, mais qu'il n'y est pour l'instant. Oui, qu'il n'y est, mais après les textos, on peut pas non plus en faire complètement abstraction et suivre aveuglément ce qu'il va dire. Après, moi, je pense qu'il a eu une réaction tout à fait humaine, qui est celle de nier. Et je pense que moi, à sa place, j'aurais fait pareil. Ouais, Nasser. Oui. Vos appels m'intéressent. 01 40 33 9000. Je sais que beaucoup ont été choqués quand même. Qui était resté extrêmement silencieux. Mais là, le revirement est un peu mal passé chez beaucoup, hein. Oui, effectivement. Bon, après, c'est Tariq Ramadan, quoi. Ça reste quand même une personnalité publique. Donc, effectivement, c'est compliqué d'avouer ce genre de révélation. Donc, avoir des rapports sexuels consentis ou voilà. Moi, c'est ce qui lui défend. Donc, aujourd'hui, effectivement, Tariq Ramadan, ça reste une personnalité publique. C'est très compliqué pour lui pour dénoncer ou pour dire tout simplement la vérité. Après, Faiza a raison tout à l'heure. Faiza, elle a bien résumé le truc. Effectivement, quelqu'un, c'est humain. Voilà, c'est humain. Donc c'est une personne qui aurait peut-être avait du mal à dire la vérité. Et mais attendez. Est-ce que vous pouvez comprendre, Faiza, Nasser, qu'aujourd'hui il y a des gens qui soient choqués par celui qui a passé son temps tout au long de sa carrière, grande carrière, qui d'ailleurs au demeurant, signons-le, on va le signaler, a fait face à des gens qui lui étaient hostiles. Il a su leur faire face. D'ailleurs, je pense que c'est un des seuls dans cette communauté qui a su affronter, j'allais dire tranquillement et les mettre KO. D'ailleurs, des Caroline Forrest en passant par Elisabeth Lévy, etc. Mais comprenez que certains puissent être choqués par le fait que Tariq Ramadan, qui a passé son temps à faire des leçons de morale et à dire que attention, il faut être fidèle, que c'est très important la fidélité, l'islam, etc. Qu'on se retrouve en 2018 à parler de Tariq Ramadan dans la rubrique j'ai trompé ma femme et je me retrouve en prison après avoir été accusé de viol. Vous comprenez que ça puisse choquer ou pas? Bien évidemment. Moi je comprends que certaines personnes puissent être choquées, évidemment, mais après moi je refuse, en tout cas, et je me refuse personnellement à faire le jeu des racistes et des islamophobes qui font l'amalgame entre une relation extra-conjugale et un viol. Là aujourd'hui on l'accuse quand même de quelque chose qui est passible d'une cour d'assises et qui est considéré en France comme un crime. Donc là aujourd'hui, s'il a un problème maintenant avec ce qu'il a fait, ce sera d'abord un problème dans sa vie privée avec sa femme, avec ses enfants. Oui, mais c'est un homme public, Faiza, ça t'aura pas échappé quand même. Bien sûr que c'est un homme public, Christophe, mais on a tous des travers. Après, je défends pas l'indéfendable. Hein. Voilà, il a fait une bêtise, il répondra de sa bêtise. Ouais. Mais je pense qu'il faut pas aller hurler avec les loups pour leur donner des cartes. Alors Fatima, on va voir ce qu'on pense. Elle nous appelle au 01 40 33 9000. Votre avis m'intéresse, moi, franchement. Fatima, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à vos invités. Tout d'abord, je vais dire deux mots de Tariq Ramadan. Premièrement, qu'il a vraiment mauvais goût. Donc, parce que coucher avec Yari et la clique, vraiment, ça prouve que c'est vraiment de mauvais goût. Et si jamais il sort, qu'il se fasse oublier, par pitié, qu'il nous salit pas, et qu'il ne parle plus d'islam, qu'il parle de je sais pas quoi. Je voudrais revenir parce que j'ai pris en route l'émission, Christophe, à la mort de ce pauvre jeune homme là, par les vigiles. J'ai assisté à la même chose ce matin, avenue de Versailles. C'est une dame, une pauvre dame, il paraît qu'elle a volé. Et donc il y a trois dames, mais balèzes, hein, les dames africaines, ils ont voulu la lyncher dehors. Donc j'ai intervenu, j'ai dit pourquoi vous voulez la frapper? Si elle a volé, vous appelez. Elle avait rien dans son caddie. J'ai dit si elle a volé, vous appelez la police, enfermez-la dans le magasin. Et vous m'écoutez, Christophe? On vous écoute, Fatima. Enfermez-la dans le magasin et appelez la police. Ils vont la ficher, elle va plus recommencer. Il y a une dame, elle voulait la lyncher. Heureusement qu'il y a des personnes. C'est avenue de Versailles, à Franprix, avenue de Versailles. Elle voulait la lyncher. Alors c'est incroyable maintenant si on tue quelqu'un pour une boîte de chocolat ou une boîte D'accord, voler c'est interdit bien sûr, mais je suis restée sidérée, choquée. Merci Fatima. Merci en tout cas pour nous avoir relaté donc cette affaire.
On suit ça de près et grâce à vous aussi, vous êtes un peu nos envoyés spéciaux, tous les jours. 01 40 33 9000 sur Tariq Ramadan, sur ce changement de position. Alors l'avocat, il insiste, il dit maintenant, quand le journaliste évidemment lui pose la question tout à fait tranquillement, en lui disant mais pourquoi maintenant, pourquoi avouer maintenant? Alors l'avocat ne trouve pas moins de dire c'est une bêtise de Tariq Ramadan de ne pas avoir avoué dès le début. Donc les faits d'avoir eu, je le rappelle, des relations consenties, c'est ce qu'il a avoué devant les juges avec Ndayari et avec Christelle. Je rigole parce que le commentaire de Fatima sur le mauvais goût des personnages, vous savez que les goûts et les couleurs ça dépend tout à chacun, bien entendu. 01 40 33 9000, votre avis nous intéresse. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, chère madame. Quel est votre prénom? Je m'appelle Leïla. Leïla qui nous appelle d'où? Je vous appelle d'Aulnay-sous-Bois. D'Aulnay-sous-Bois, on est dans le 93. Alors Leïla, sur l'affaire Tariq Ramadan, est-ce que vous avez été surpris par ce revirement de Tariq Ramadan? Bah écoutez, ma foi, malheureusement non, puisque moi je fais partie des gens qui depuis le début disent que tout est possible. Tariq Ramadan, tout savant qu'il soit, malheureusement, peut-être parmi ceux qui font des erreurs. Et là, en l'occurrence, la première erreur, c'est celle d'avoir trompé sa femme, apparemment à plusieurs reprises et pendant plusieurs années. Malheureusement, ce qui m'étonne, c'est que maintenant, on dit, bah oui, il est humain, donc il a trompé, bon, maintenant il l'avoue, c'était difficile de le dire, etc. Mais enfin, à aucun moment, on imagine qu'il puisse éventuellement violer. Et moi, je me dis, qu'est-ce qui nous, finalement, garantit qu'il n'a pas effectivement violé l'une de ses femmes? Je demande justement à vos chroniqueurs. Non, mais ça veut dire qu'une relation consentie, on peut passer à un viol, c'est tout à fait possible, évidemment. Voilà, exactement. C'est-à-dire que ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait pas été Tariq Ramadan, ça aurait été n'importe quel homme politique ou n'importe quelle personnalité publique. Personne n'aurait pu mettre en doute que effectivement d'une relation adultérine on passe éventuellement un viol. Et là, parce que c'est Tariq Ramadan, qu'il fait partie de la communauté musulmane, il faudrait qu'on le défende bec et ongle. Moi, je suis un peu contre cette idée que de toute façon il n'a pas pu fauter, puisque effectivement on se rend compte qu'il faute depuis plusieurs années. Alors je vais peut-être laisser répondre Faiza là pour le coup, parce que pour le coup, vu que je l'ai défendu, je pense qu'il faut quand même que j'apporte des explications. Évidemment. J'ai eu accès à certains éléments de ce dossier, notamment des textos. Alors quand je vois une Ndayari qui lui envoie des messages en lui disant tu seras jamais amoureux de moi, mais tu seras bientôt entre mes cuisses, ou une autre qui lui dit oui mais t'inquiète pas, si j'avais pas aimé je serais pas restée, ou je serais partie. C'est des choses qui tendent moi à me persuader que ces rapports ils ont été consentis. Oui, mais quand Leïla te dit d'un rapport consenti, on peut très bien basculer vers un viol. Je sais pas, j'ose imaginer par exemple que l'homme en question a une sexualité un peu particulière et que la femme découvre cette dernière et ne soit pas d'accord et dise non. Et à partir du moment où on dit non et que la personne en face résiste, là il y a viol. Donc qu'est-ce qui nous garantit, Faiza, qu'il n'y a pas eu viol? Exactement, il y a strictement rien qui nous... C'est pas parce qu'en fait une femme échange des textos ou des sextos avec un homme que le moment où elle se retrouve devant lui dans une certaine situation, on puisse lui dire finalement c'est ta faute, t'as échangé 150 textos avec lui, donc maintenant voilà tu passes à la casserole, excusez-moi l'expression. Non, mais moi ce que je vous dis c'est que là aujourd'hui, alors on n'est pas dans un système judiciaire américain, on est en France et le système français a un principe qui prime, c'est la présomption d'innocence. Ça, on est d'accord. L'accusation incombe, la charge de la preuve incombe à l'accusation. Pour l'instant. Mais alors dans ce cas-là, je vous renvoie aussi à la présomption entre guillemets de victime de l'autre côté, qui fait que peut-être, éventuellement, on se rendra compte dans quelques mois qu'il y a éventuellement une victime. Non, en France, il n'y a pas de présomption de victime. Elles sont pas victimes, elles sont plaignantes pour l'instant. C'est pour ça qu'il faut vraiment raison garder sur ce dossier et attendre que il y ait vraiment de vraies preuves que pour l'instant on n'a pas. En tous les cas, moi pour ma part, raison garder, c'est justement s'abstenir de dire que il est innocent ou il est coupable. C'est plutôt attendre justement. Respecter ce qu'on appelle la présomption d'innocence, en l'occurrence, qui n'a pas été respectée, quoi qu'on pense de Tariq Ramadan. Pour le coup, Leïla, on est d'accord là-dessus. En tous les cas, en attendant, il est en détention provisoire. Il n'a pas encore été jugé. Il y a des éléments qui font qu'il est en détention provisoire. Je pense qu'il a des avocats et des moyens financiers qui font que personnellement, je ne m'apitoie pas sur son sort. Je ne vais pas vous le cacher. Je pense qu'il a les moyens financiers et judiciaires de se protéger et de se défendre. Il a quand même du réseau. Il a quand même de l'argent. Donc après que la communauté musulmane, parce que excusez-moi, mais je vais revenir sur certaines émissions qui ont été diffusées avant, où on avait quand même des gens qui nous accusaient de ne pas le défendre.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a été pointé du doigt, ceux qui ne l'ont pas défendu dès le début ont été pointés du doigt comme abandonnant, entre guillemets, un membre de leur communauté. Oui, c'est vrai. Nasser. Nasser, je rejoins complètement ce qu'elle dit, Laïla, effectivement. Après, laissons la justice faire son travail. Moi, je pense qu'il faut se baser là-dessus. Effectivement, Tariq Ramadan aujourd'hui, il a beaucoup joué là-dessus sur ses conférences en disant que voilà, il faut pas qu'il y ait de fréquentation avant le mariage, etc. Donc c'est tout ça aussi qui fait que la communauté musulmane a été très déçue. Ouais. Effectivement, et un viol, ça reste un viol. Si il a violé, il faut qu'il soit condamné. S'ils ont été consentants, je veux dire, avec les femmes concernées, chacun prendra ses responsabilités pour la suite. Donc voilà, moi je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit. Je suis là pour que la justice. Tu te mouilles éclate. pas, quoi, Nasser. Non, c'est pas une question que je me mouille pas. C'est une question très sensible. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est une défense aussi pour les femmes qui ont été violées et qui sont victimes de viol. Bien sûr. Et qu'aujourd'hui, on va laisser de côté parce qu'on va dire c'est Tariq Ramadan. Non, effectivement, si Tariq Ramadan a fait cette bêtise, je veux dire, il faut qu'il assume les conséquences. Mais par contre, oui, effectivement, s'il est victime de ce qui se passe, en jouant sur un viol et que les personnes étaient consentantes. Donc là, effectivement, faut qu'il y ait une justice. Faut pas qu'il y ait une justice à deux vitesses. Voilà. Bon, Faiza, dernier mot. Et merci beaucoup, Laïla, en tout cas, pour votre appel. On vous a bien entendu. À très bientôt. Faiza, Ben Mohamed. Écoute, sur ce dossier, vivement que justice soit faite. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça nous tarde, hein. Oui. Et la liberté, donc la demande de remise en liberté qui a été demandée. Là, c'est vrai que encore une fois, quoi qu'on pense de Tariq Ramadan, maintenant qu'il a avoué des relations consenties, il n'y a pas de raison qu'on le maintienne en détention. Donc, a priori, on devrait apprendre d'ici quelques temps qu'il devrait être relâché. Sinon, on va vraiment souscrire, comme certains, à de l'acharnement envers sa personne, envers ce qu'il représente aussi, peut-être. C'est clair. Voilà. Faiza, comment s'est passée cette première, dis-moi ? Ça va, vous êtes gentil. C'est quoi ce ça va, vous êtes gentil ? Non, ça va, franchement, vous êtes bien. Vous êtes tous bien, vous êtes bienveillants, vous êtes gentils, et puis surtout, c'est important de pouvoir se sentir libre de ce qu'on dit. Ah bah, t'as pu voir ici qu'on parle vrai, quoi. Il n'y a pas de langue de bois dans cette émission. Voilà. Bon. Tout à fait. Eh bien, t'as toute ta place, en tout cas, ma chère Faiza. Hop, t'as ton placard, tu peux ranger tes affaires, sois la bienvenue, en tout cas, et à très vite. Faiza Ben Mohamed, merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Faiza. Et on rappelle pour Femi, le Twitter, donc c'est Justice pour Femi sur Twitter et sur Facebook. Allez-y, rejoignez. Facebook, ouais. Voilà, ça a été créé là durant l'émission. Les Twitter et Facebook, on suit, on encourage et on est de tout cœur, en tout cas avec la famille, en demandant justice. C'est très important. On espère et on croit encore à la justice dans ce pays. Donc allez-y, Justice pour Femi sur Twitter et sur Facebook. Merci Faiza. À très vite. À toi. Merci Nasser. Merci à toi Christophe, merci à Faiza. Bonne soirée à toutes et à tous. Demain, Mehdi Chebaiki et Yasser Louati seront avec nous entre 16h et 18h. Excellente soirée, merci d'avoir choisi et d'écouter évidemment la bonne radio, celle où le peuple s'exprime au quotidien de 16h à 18h. Il est justement 18h passé d'une petite minute, le rappel de l'actualité en ce mercredi soir avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. La France n'entend pas mettre en péril son partenariat avec l'Arabie Saoudite malgré l'affaire Khashoggi. Aucune décision hâtive ne sera prise tant que les faits sur la mort du journaliste saoudien ne seront pas clairement établis. De son côté, l'Iran et son président Hassan Rouhani assurent que le meurtre de Jamal Khashoggi est impensable sans le soutien des États-Unis. 2 adolescents tués à Paris et en proche banlieue en l'espace de quelques heures. À Sarcelles d'abord dans le Val d'Oise. Un jeune homme de 17 ans retrouvé gisant sur le trottoir. Il aurait été frappé à coups de bâton. Il a succombé à ses blessures à l'hôpital quelques heures plus tard. Et puis à la frontière du 19e et du 20e arrondissement de Paris, c'est un jeune homme de 16 ans qui est mort, tué à l'arme blanche au cours d'une bagarre. Une nouvelle rixe entre bandes rivales. Total, EDF ou encore Vinci, les géants du secteur de l'énergie, réunis autour d'Emmanuel Macron cet après-midi à l'Elysée. Une trentaine d'entreprises, mais aussi des organismes de recherche. Des séances de travail alors que dans quelques semaines, le PPE, le programme pluriannuel de l'énergie, devra fixer la feuille de route de l'État pour les 10 prochaines années. Réunion dénoncée par plusieurs ONG qui regrettent de ne pas y être associées. Une bonne nouvelle sur le front de l'emploi et de la lutte contre le chômage. Les embauches aussi bien en CDI qu'en CDD de plus d'un mois sont reparties à la hausse selon l'ACOS. Plus 2,7% au 3e trimestre. Sur un an, les déclarations d'embauche de plus d'un mois progressent de 6%. Les embauches en France qui sont en hausse quasi continue depuis 2014.
Les trottinettes électriques prennent une place de plus en plus importante sur les trottoirs, mais aussi dans le trafic automobile des villes de l'Hexagone. Et afin de réguler l'usage de ces nouveaux engins de mobilité personnelle, la ministre des Transports a annoncé leur entrée dans le code de la route, où ils formeront une nouvelle catégorie de véhicules. Sport football avec la suite de la Ligue des Champions, les rencontres Bruges-Monaco à 19h et PSG-Naples à 21h. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.